Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. C'est vendredi, le dernier vendredi du mois de mai. Maya, et voilà, au revoir au mois de mai. La liste des scientifiques qui étaient gênants est très longue. Il n'y a pas seulement 12 scientifiques qui ont disparu, mais depuis des décennies, on sait qu'il y en a, en fait, depuis des siècles. Tu vois, maintenant, avec toute cette histoire, en entrant dans ces sujets et en analysant comment des événements similaires se sont produits, il s'avère que cela remonte vraiment très loin. Lorsqu'il y avait des guerres, il y avait aussi des développements très avancés d'un côté ou de l'autre. Ils inventaient, tu vois, un canon, un type d'épée ou autre chose du genre. Et alors, ils essayaient de voler ces artisans ou armuriers créatifs qui avaient réussi à développer une certaine technique. Et ils les emmenaient, leur promettaient tout, leur donnaient tout camp mais pas la liberté. Non, ils les emmenaient et les gardaient enfermés là-bas, parce que cette technique était unique. D'ailleurs, beaucoup, même lorsqu'ils avaient hors des îles, les emmenaient sur des îles fortifiées et c'est là qu'ils gardaient ces personnes précieuses. Avec ces théories qui ont émergé à cause de scientifiques qui ont récemment disparu aux États-Unis, et quand je dis récemment, je ne parle pas d'un mois ou deux, mais d'au moins 5 ans en arrière. Plus ou moins entre 2021 et 2022. À ce jour, 12 scientifiques ont disparu, il y en a même eu plus. Mais les 12 qui attirent l'attention, c'est parce qu'ils sont liés à, ou bien à des technologies qui se développent de manière très disruptive et qui pourraient changer le monde. Dans le domaine médical ou dans la technologie des armes, ou même liés au sujet ufologique d'ailleurs. Mais cela a aussi à voir avec la technologie aérospatiale. Donc il y a plusieurs cas, et il y a plusieurs listes. La première théorie, c'est que les scientifiques sont, enfin, disons, dans ces théories-là. Je pense que certaines pourraient en s'appliquer à un groupe de scientifiques, d'autres à un autre groupe. Je ne pense pas qu'ils soient ni n'importe tous dans le même cas, n'est-ce pas? Mais il y en a une qui, à la fin de la liste des théories, est selon moi celle qui correspond le mieux, et c'est la plus étrange de toutes. Alors, pour l'instant, allons-y. Mais le mieux, c'est, Commençons par le début. Non, pardon, par la fin. Bon, au revoir mon ami. Nous avons commencé à regarder celui-ci. Oh, je ne savais pas, merci beaucoup d'être ici avec nous. C'est tout. Salutations à Paterita Francisco Arce, bonjour à vous. C'est vendredi, d'accord. La première théorie dit que ces disparitions concerneraient essentiellement les personnes gênantes, des scientifiques qui ont découvert qu'ils possèdent une technologie, mais qui dérange un pays ou qui dérange une industrie. Très souvent, ce sont des industries qui sont en concurrence les unes avec les autres, et elles savent que dans la tête de ce scientifique se trouve la réponse qui va détruire leur entreprise, qui va détruire soit leur pays, soit leur entreprise, n'est-ce pas? Très souvent, il s'agit de progrès, et tu te dis que ce scientifique, souvent parce que tu as des espions, ou pour d'autres raisons, mais tu sais que ce qu'il est en train de développer, va mettre fin, disons, à des industries valant des milliards et à de nombreux emplois. Et donc, tout cela est dans son esprit. Ils justifient les accidents, ils ne justifient pas ce genre de choses. La théorie soutient que ces scientifiques qui travaillent sur des projets sensibles, surtout liés à la guerre électronique, au radar, à la défense, disparaissent possiblement dans des circonstances étranges. Normalement, ceux qui sont concernés ne sont pas des personnes à la retraite, mais des gens en activité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer quelque chose à ce moment-là. Si ces scientifiques sont déjà à la retraite, normalement, il ne leur arrive rien, sauf s'ils sentent qu'il leur reste quelque chose à accomplir, non? Une autre théorie concerne les scientifiques qui sont, disons, recrutés par d'autres puissances. Exactement. Cela s'est beaucoup produit pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi bien du côté des États-Unis que du côté de l'Allemagne nazie, puis ensuite pendant la guerre froide du côté de l'URSS. Il y a aussi la théorie la plus extrême qui affirme que certains scientifiques ont disparu parce qu'ils ont été enlevés clandestinement par des programmes de puissances rivales, n'est-ce pas? Des programmes secrets. Et il y a donc de nombreux exemples, comme nous l'avons vu avec l'opération Paperclip des États-Unis et le recrutement. Les Soviétiques ont aussi recruté des experts allemands. En fait, juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis se sont disputés les scientifiques. C'est-à-dire, ils emmenaient tous les Allemands qu'ils pouvaient, évidemment, c'était comme ça. À toute personne pouvant leur offrir un avantage que l'autre n'avait pas, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant,
Une autre théorie, c'est que les scientifiques, quand ils sont en train de mettre quelque chose au point, quand ils avancent sur quelque chose, surtout les scientifiques qui, par exemple, cherchent des choses uniques qui sont presque des découvertes, n'est-ce pas? Comme par exemple l'énergie libre, une maladie comme le cancer, des choses comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à coup, ils tombent sur quelque chose. Ils découvrent quelque chose d'aussi innovant, d'aussi extrêmement important que ce qui est arrivé à l'une des scientifiques. Et nous avons commenté qu'elle disait avoir une idée de la façon d'obtenir l'antigravité, non? Donc, bon, c'est quelque chose. Elle et son père travaillaient plus. Elle et son père, exactement. Ils sont complètement fous. Nouvelles technologies de propulsion, matériaux avancés. Ou même des preuves de choses qui ont à voir avec des phénomènes uniques, comme par exemple le sujet des extraterrestres, des ovnis, ou des sujets qui concernent des découvertes qui sont tout simplement uniques, n'est-ce pas? Qu'il n'y a aucun moyen de les reproduire. Oui, on dit souvent ça quand ils découvrent la possibilité d'éliminer le cancer, non? Par exemple, il arrive que les entreprises écartent les scientifiques ou achètent la découverte et la font disparaître ou ne la conservent pas. Ils la conservent, n'est-ce pas? Ils la brevettent et la gardent. Mais combien de brevets existaient avant le boom des voitures électriques? On dirait que tout à coup, c'est comme s'ils avaient en donné la permission, non? Ok, il est temps qu'il y ait des voitures électriques et soudainement, ils ont commencé à les inventer. Mais ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas les fabriquer. Oui, c'est vrai qu'on a développé de meilleures batteries, qu'on a développé de meilleures puces, mais il semblait que le développement dans ce domaine était toujours très limité. En regardant en arrière, des vidéos apparaissent. Et tu vois des documentaires, disons, qui montrent que dès le début de l'apparition des voitures, il y avait des voitures qui fonctionnaient de manière bien plus efficace que celles à moteur. Mais elles ont été éclipsées par celles à moteur. Ce sont celles qui n'ont pas disparu, elles ont continué à avancer, et cette industrie était très protégée dans ce sens-là. La théorie soutient qu'autour de personnages comme Tesla lui-même, des gens déjà à un niveau de progrès très innovant, mais tellement innovant, qu'ils deviennent presque dangereux dans la gestion et les livres de Tesla, qui jusqu'à aujourd'hui ne peuvent être consultés que par une seule personne à la fois, sans aucun appareil photo ni rien. C'est-à-dire, tu sais qu'ils sont là. Exactement, ce sont certains livres que seules les personnes autorisées peuvent consulter, et ils doivent tout mémoriser. Ils les consultent, les regardent, puis ils sortent. Mais ils ne peuvent même pas prendre de photos, rien de tout ça. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. C'est fou. Les personnages, maintenant, lui non, ça ne lui arrive pas, mais on l'écarte progressivement. C'était certes un personnage très excentrique et tout ce que tu veux, mais on ne l'écarte pas vraiment. Un peu, oui. Certaines choses qu'il a essayé de développer n'ont jamais vu le jour, car elles semblèrent très dangereuses. Certains pensent qu'elles menaçaient des industries naissantes, un peu comme si l'industrie des voitures électriques venait d'apparaître, non? Une marque pourrait arriver et leur dire « Écoutez, moi j'ai des voitures électriques qui sont… » Disons qu'il arrive une sorte d'innovation, tellement disruptive qu'elle soit 20 fois plus efficace que les autres. Évidemment, personne ne voudra des autres voitures, à part ceux qui auront cette nouvelle technologie. Et c'est ça le problème en ce moment. La concurrence est à un niveau vraiment incroyable. Tellement incroyable que n'importe quel pays ou entreprise qui se développe trop et qui fait un saut comme ce qui s'est passé avec l'iPhone, c'est-à-dire avec l'iPhone, des marques comme Nokia ont disparu, enfin ce n'est pas qu'elles ont totalement disparu, mais en réalité les téléphones portables de ces marques, c'est comme s'ils n'existaient plus, non. La marque est toujours là, l'entreprise aussi, mais elle n'a pas réussi à suivre, non. BlackBerry et plusieurs autres entreprises n'ont pas réussi à atteindre le niveau des smartphones, non. Mais ça c'est arrivé avec le boom qui est venu avec l'iPhone, tout simplement. Exactement, l'iPhone a poussé tout le monde à devoir développer par exemple le clavier sur l'écran, parce qu'avant ça n'existait pas. Exactement, et bon, c'est une des idées, non? Que les scientifiques ont simplement découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, quelque chose qui ne devait pas être connu, ou ils ont développé quelque chose qui était tout simplement trop disruptif. Et puis il y a un autre point. L'autre, c'est le programme de protection scientifique secrète, très similaire à ce que serait la protection des témoins, qui est beaucoup utilisée aux États-Unis. C'est là où on la connaît le plus, non? À cause des films. Mais c'est une théorie moins connue, selon laquelle peut-être que certains scientifiques ne disparaissent pas vraiment, mais qu'on les reloge ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils travaillent sur un projet super important, ultra secret, ils changent d'identité et on les retire de la vie publique pour les protéger, non? Exactement. Et donc, cette théorie.
On sait que cela concerne des experts nucléaires dans des pays comme l'Iran, la Russie et la Chine, c'est-à-dire, eux, ils l'utilisent vraiment beaucoup. Bien sûr, c'est-à-dire qu'ils les font disparaître, ce n'est pas qu'ils n'existent plus ou qu'ils soient morts, rien de tout ça, ils ne sont pas morts, et en réalité, ce n'est pas le cas. Ils sont là, ils veulent juste qu'on ne les leur enlève pas. Pour les protéger, par exemple dans le cas de l'Iran contre Israël. Eh bien, donc oui, alors le point c'est qu'il existerait en théorie des programmes de protection scientifique, non? C'est très intéressant. Il y a aussi les scientifiques qui seraient d'un proche de sujets qui sont vraiment totalement secrets. Des scientifiques liés à des programmes aérospatiaux, à la recherche sur des phénomènes anormaux, comme le sujet des ovnis, des scientifiques qui sont liés par exemple au domaine quantique, ainsi qu'au domaine des communications. Tu ne veux pas? C'est un scientifique qui est chargé, disons, de la sécurité des communications, et il ne faudrait pas qu'il finisse du côté de l'ennemi, n'est-ce pas? Alors, ce type de scientifiques, soit ils font très attention, soit ils sont très surveillés, ou même ils pourraient entrer dans un programme comme celui des protégés, pour ainsi dire. Mais ce sont des personnes qui, même après leur retraite, restent vitales ou très importantes. Beaucoup d'entre eux continuent à travailler toute leur vie, mais il y a des liens, disons, avec ceux-là. Des cas impliquant surtout des militaires, des scientifiques et des ingénieurs très actifs dans ce domaine. Et certains d'entre eux sont ceux qui ont le plus divulgué le sujet ufologique ou qui ont révélé ces technologies disruptives qui semblaient relever de la science-fiction, qui semblaient tout simplement impossibles. Et nous voyons comment ces personnages qui n'apparaissaient que dans des reportages et des documentaires sur les mystères et qui maintenant, d'une certaine manière, ils sont en train d'être réhabilités grâce à tout ce qui se passe au Congrès des États-Unis, car ces audiences montrent que presque tout ce qu'ils disaient est désormais révélé. Donc ils étaient simplement en avance là-dessus, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, certains ont effectivement subi des menaces, ils ont subi, disons, des campagnes très fortes contre eux. Certains, par exemple, commençaient à avoir des ennuis ou on commençait à leur en créer à un tel niveau qu'ils perdaient en leur crédibilité. On ne les détruit pas, mais on leur tire dessus, on fait tomber leur crédibilité, et c'est aussi un sujet clé pour un scientifique. Si un scientifique perd sa crédibilité, il est très difficile de se maintenir à ces niveaux. Et puis il y a peut-être la théorie la plus étrange de toutes, qui est la théorie du projet Einstein. Et elle soutient qu'il existe une sorte, disons, d'Illuminati, pour ainsi dire. N'est-ce pas? Eh bien, en fait, les Illuminati étaient en cela. Oui, merci. C'étaient des scientifiques ou des gens très très érudits, très avancés, qui disaient « Écoutez, il y a trop de censure à cette époque à cause de la religion et de choses comme ça. La censure excessive freine nos avancées scientifiques, alors qu'ils souhaitaient juste partager le savoir. » Plus tard, ce groupe a pris une autre direction, mais l'idée c'est que le projet Einstein, qui est un terme utilisé de façon générique parce que ce n'est pas vraiment le projet Einstein en soi, mais il existerait des projets similaires à celui-ci. Aux Illuminati par exemple, ou au projet Einstein de groupes qui recruteraient en stud des scientifiques, disons comme Wakanda, pas Wakanda Forever, soutient cette théorie. Il propose un projet qui paraît presque de la science-fiction, non? Mais il soutient qu'il existe un groupe d'élite de scientifiques qui sont recrutés pour des projets si secrets qu'ils opèrent à l'insu du public, qu'on les fait disparaître pour ainsi dire, entre guillemets. Ceci coïncide avec plusieurs cas évoqués, car il faut rappeler que nombre de ces disparitions étaient très étranges. Par exemple, certains ont abandonné toutes leurs affaires, téléphones, portefeuilles, comme s'ils étaient simplement partis. Comme s'ils savaient, l'un est même parti puis revenu à cause de sa montre, car désormais les montres, équipées de GPS, sont intelligentes. Exactement, il a retiré sa montre connectée et était déjà parti, laissant même ses clés. Qui fait ça? Qui abandonne ses clés? Personne, non? Et celui-ci s'est même revenu et a aussi laissé ce qu'il avait déjà emporté. Il a jeté sa montre connectée dans la boîte aux lettres. Donc, des personnages comme celui-là... Oui, non, celui-là, il est vraiment fou. Celui qui est mort aussi. Dans une Tesla, tu te souviens? C'est-à-dire celui qu'ils ont mis 3 jours à identifier, non? C'est-à-dire ce scientifique, d'ailleurs, spécialisé dans les réacteurs nucléaires spatiaux pour les vols spatiaux de longue durée. Imaginez ce personnage, pour moi, c'est un personnage clé. Si tu disais, supposons que tu saches ce que tu sais déjà, nous sommes. Nous savons, disons qu'ils savaient que la planète a un temps limité.
Ce que je veux dire, c'est que nous savons cela. Je ne peux pas le dire, mais le temps est compté jusqu'ici, et nous devons créer une île, une base. Voyons où pour partir. Il serait la clé. C'est-à-dire, il serait au moins l'un des personnages clés parce que ces réacteurs, ces moteurs seraient en fait précisément pour, non pas pour voyager dans l'espace et survivre là-bas, pas pour essayer de survivre. La base, ce projet, ce qu'il dit essentiellement, ou ce que disent ces projets, c'est que tout ce qui concerne des sujets exotiques, disons trop avancés, serait en train d'être recruté par des groupes qui, veulent développer des choses à un niveau auquel même un gouvernement ne peut pas être au courant, c'est-à-dire qui sont au-dessus, même des gouvernements. Non, là on commence à devenir vraiment fou ici. Mais ce serait donc la théorie selon laquelle il se trouve dans des bases de souterraines, pas des bases, disons, d'une armée, mais des bases qui vont au-delà de ça. Des laboratoires cachés. Mais comme des entreprises? Cela peut ressembler à des entreprises, avec un aspect militaire. Non. Comme ce que fait Martin et des choses comme ça, n'est-ce pas? On fait de la recherche en intelligence artificielle avancée, de la recherche sur des sujets génétiques très avancés, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ingénierie génétique, la physique exotique, pas la physique quantique et tout ce genre de choses. Combien de scientifiques disparaissent et quelles sont leurs caractéristiques selon qu'il s'agisse d'un membre de l'administration ou de quelqu'un d'important dont on se demande vraiment l'importance? C'est-à-dire, tu te dis que c'est peut-être une disparition normale, enfin tout simplement non. Mais quand c'est quelqu'un dont le développement était vraiment unique, trop apprécié, là je trouve ça vraiment étrange, tu vois. Je trouve ça vraiment bizarre, au moins ça te donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus, tu vois. Et avec des preuves, pas juste une idée, mais parce que des faits montrent que ce sont des choses étranges aujourd'hui. Et si ce n'était pas parce qu'on a commencé à relier ces points, on n'enquêterait même pas là-dessus. Rappelons qu'il n'y avait pas d'enquêteur, donc chaque cas a fait l'objet d'une enquête. Chacun était traité séparément et en général il disait « voilà, il s'est suicidé, il lui est arrivé ceci, il a disparu, bon, il faut le retrouver », mais on lance les alertes, on le cherche quelques jours et puis on arrête de chercher. Alors, quand toutes ces informations sont réunies, ils disent « écoutez, il faut s'unir, il faut enquêter tous ensemble pour voir quel lien il y a ». Ils continuent encore d'insister sur le fait que certains n'ont pas de liens entre eux, je parle des cas, n'est-ce pas? Mais certains d'entre eux semblent en avoir, et ça, c'est vraiment très intéressant. Si un jour quelque chose doit être révélé, on en parlera, mais c'est vraiment étrange que ces individus disparaissent et qu'ils ne laisseront même pas de traces, non? Qu'ils disparaissent tout simplement, non? Exactement. Surtout ceux qui laissent tout. Le portable, le portefeuille, celui qui revient même pour laisser son portable et sa montre. Je veux dire, dans quel monde, dans quelle tête, quelqu'un ferait ça? C'est la première chose que tu vérifies que tu as sur toi, en fait. Totalement. Je veux dire celui avec la Tesla, celui dont je parlais, parce que je m'en souviens à moitié, celui avec la Tesla qui aurait eu un accident et où tout aurait brûlé. Et ils mettent 3 jours à l'identifier. Il est parti en laissant tout, comme son téléphone, son portefeuille, etc. Si tu dois sortir dans une voiture entièrement technologique comme une Tesla. Oui, car le téléphone se connecte pour ouvrir. Oui, le téléphone se connecte pour la musique, pour ça, donc en fait, dès le départ, cette partie-là n'a même pas de sens. Le fait qu'ils aient mis autant de jours à l'identifier, je trouve ça aussi assez extraordinaire. Bon, sa famille demandait une enquête sur le sujet et on dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investigation. En fait, ce cas-là n'était même pas compté parmi les scientifiques disparus, mais à cause de sa singularité. La famille ou quelqu'un a sans doute insisté pour que ce cas, vraiment étrange, soit pris en compte. Rapidement, quelques notes intéressantes du week-end. Sachez qu'une application est en train d'être développée ou a déjà été créée. En parlant de ce dont nous discutons en ce moment, il ne s'agit pas d'une application sur la fin du monde, ni d'une application dans laquelle. C'est que ce qui se passe, c'est que lorsque j'étais sur le sujet de la fin du monde, entre guillemets, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais disons que oui, quand? C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, ou quand la pandémie est arrivée, par exemple, non. Que soudainement, beaucoup de milliardaires ont simplement pris leurs valises et sont montés dans leurs jets privés et sont partis sur leurs îles, sont allés dans des refuges qu'ils avaient un an pour voir comment ça se passait, pour tout observer de loin, n'est-ce pas? La même chose est arrivée. Nous lisions la chronologie d'une pandémie d'il y a environ 2 siècles. Il y a une très bonne chronologie.
Je ne me souviens plus si c'était la peste bubonique, une de celles-là, mais bon, on a lu un truc. Pendant qu'on était en pleine pandémie, on était un peu malheureux là. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'endroits où aller. Je me souviens qu'à la librairie Gandhi, on a acheté le livre. Évidemment, Gandhi en a profité et a dit « Regardez, ce livre est vraiment excellent. Il est très intéressant parce que c'était une chronologie de l'époque, et dans cette chronologie, le monsieur qui écrit tout ça, qui d'ailleurs, et c'est le même qui fait celui de Jules Verne. Oui, le même écrivain. Non, pas Verne. Lequel déjà? Celui qui se retrouve échoué sur l'île? Comment déjà? Robinson Crusoe? Robinson Crusoe, non. Julio, Oui, car il y avait un personnage nommé Vendredi, c'est pourquoi je les ai reliés. Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens du personnage. Oui, Jules Verne, mais non, c'est Vendredi. Oui, c'est Vendredi. Jules Verne est l'auteur. Donc cet auteur, ce qu'il fait, c'est rester là. Il savait qu'il y avait des risques parce qu'il était riche, il avait une famille aisée et tout. On l'invite. Viens, pourquoi rester ici pendant la pandémie? Les gens meurent, etc. Et il dit non, je vais rester. Mais lui aussi voulait s'éloigner un peu de toute cette vie, non? Il voulait s'inspirer. Donc il reste pour voir cette réalité et il documente tout. L'une des premières choses décrites dans leur livre est la fuite des riches. Comme tous les riches disent, débrouillez-vous, nous on part. Ça s'appelle Journal de l'année de la peste. Le journal de l'année de la peste de 1722. Mais c'est exactement comme le Covid. S'il vous plaît, lisez-le, et vous comprendrez beaucoup sur le comportement humain et comment nous répétons les mêmes choses. Vous vous rappelez toutes ces personnes qui sortèrent et recevaient en toujours ce genre de commentaires? C'était à cause de la pandémie, non? Il y en avait beaucoup. À cette époque, en 1722, les gens mouraient, les gens allaient très mal, c'était la catastrophe, et ils sortaient en disant que tout cela était un mensonge. Tout ça c'est faux, je ne sais pas quoi. Donc depuis cette époque, les êtres humains répètent les mêmes situations, les mêmes erreurs encore et encore. Lisez vraiment les livres recommandés, je vous les conseille vivement. Et donc, dans toute cette affaire, il crée une application qui cherche à identifier quand les avions des riches ont des comportements étranges. Et tout à coup, voilà. On l'a déjà vu dans les films, je pense qu'ils ont déjà leur billet pour partir. Exactement. Et tout à coup, on commence à voir beaucoup d'avions qui circulent, qui font des tours, des allers-retours. Je n'ai pas le chiffre exact. Le programmeur Kelly MacDonald a créé un système d'alerte précoce de l'apocalypse. Un système d'alerte précoce. Regardez-moi ça. Ce site web sert à suivre 11 000 jets privés appartenant uniquement à des gens très puissants, sous l'hypothèse que les ultra-riches... Oui, ils seront les premiers à fuir en cas de catastrophe mondiale. Le système s'appuie sur l'intelligence artificielle et sur les signaux radio ADS-B. Le site mesure l'activité aérienne de 1 à 5 à différents niveaux. Si soudainement un petit groupe de riches fait des choses bizarres, il dit « Regarde, le niveau d'alerte passe à 2 ». Non, il s'est vraiment passé quelque chose. Ces 4050% sont en train de voyager en ce moment. Que se passe-t-il? Non, tout le monde va sur ces îles ou dans cette région, peu importe. Ils sont en train de rire, genre « Quelle niaiserie ?» Non? Son créateur, ce qu'il précise, c'est que ce réseau qu'il a créé est un thermomètre de la peur des élites. Et il dit aussi que c'est une œuvre d'art, comme une sorte de détecteur scientifique, pour ainsi dire, du comportement. Donc, voilà, oui. Il affirme l'avoir déjà testé et que ça marche. Il dit que pendant les débuts des tensions au Moyen-Orient et juste avant, il a observé une activité qui montrait des changements brusques. C'est-à-dire, bien sûr, ceux à qui ça arrive, ça leur arrivera toujours. Ils recevront toujours le message avant que ce qui va se passer n'arrive. Ils ont fui et, bien sûr, ce projet a évidemment suscité énormément d'intérêt parce que beaucoup considèrent que les mouvements de l'élite économique peuvent servir d'indicateurs directs de quelque chose qui se passe alors que le reste d'entre nous sommes dans l'incertitude. C'est fou, c'est fou. Bon voilà, non. Je me souviens de ce gars qui vérifiait où se trouvait Olmos. Ah oui, jusqu'à ce qu'ils... Jusqu'à ce que... Ils lui ont enlevé. Oui, c'était très bon. Il continuait. Il y en avait plusieurs, non? Oui, c'est ça. Sí, hay varios. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Petit résumé rapide de la situation dans le monde. Allons-y. Ce cas. Regardez ce cas.
Regardez, voyons si je peux le mettre ici à l'écran. Donc c'est un chien, un de ces chiens qui détecte la drogue, non ? Oui, oui, oui. Et donc le 7 mai, lors d'un enregistrement de Binôme Cynophile. Non, ce jour-là, le chien a été diplômé. Exactement. De la marine chilienne, l'un des chiens dressés à la détection de drogue s'est jeté directement sur la poche du vice-amiral de la marine, au grand étonnement des personnes présentes. Voilà. Non. Il avait quelque chose sur lui. Qu'est-ce qu'il avait là ? Il avait quelque chose sur lui, peut-être un médicament. Pas forcément. Non, et ces types-là, normalement, ils transportent de la drogue parce qu'ils aiment se droguer. Non, 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 c'est vrai. Ce n'est pas vrai, en fait, ils apportent ce genre de substance pour entraîner les chiens. Eh bien oui. Donc, Peut-être c'est possible. elle s'est trompée. Non, qui sait, il est vraiment fou. Les chiens là-bas, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils se trompent, n'est-ce pas ? Mais bon, sinon, eh bien, recaler, n'est-ce pas ? Mais il faudrait enquêter, tu es d'accord ? Enfin, c'est leur travail et il se trouve que... C'était un test, un enregistrement pour vérifier si je savais vraiment. C'est que j'étais le meilleur de la classe. Non. Non, c'est très curieux. C'est aussi bien parce que cette image attire l'attention, non ? Dont nous avons parlé il y a un moment, où l'on voit des généraux, n'est-ce pas ? Des États-Unis. Ce Francis Magno, comment s'appelle ce monsieur ? Celui-ci. Comment il s'appelle, Francisco ? Francis Magno, exactement celui du commandement du Sud, et il y avait aussi un général et d'autres hauts gradés militaires de Cuba présents. Roberto Sotolongo, qui est le responsable de l'approvisionnement, chef de l'approvisionnement de l'état-major de Cuba. Que se passe-t-il ? Quoi ? Pourquoi cette réunion ? Bien sûr, nous n'en savons rien officiellement car il ne publie rien, mais tout indique que c'est pour que Cuba change. Voilà, il se passe des choses là-bas. Que se passe-t-il ? Il se passe des choses. Évidemment, des changements potentiels arrivent, alors restez attentifs à cette situation à l'intérieur de Cuba et, passons aussi à d'autres images. On voit une image, vraiment très intéressante. C'est dans l'océan. J'imagine que c'est le golfe Persique là-bas, où l'on observe une épave de MQ-9 ou d'un supposé MQ-9. Là, on ne peut pas vraiment voir, clairement. Voilà, ce sont supposément des débris du MQ-9. On voit des morceaux de plastique gris, qui est normalement la couleur de ces appareils. Il faut rappeler que le MQ-9 est l'un des drones les plus puissants dont disposent les États-Unis. Il est assez grand, donc je trouve étrange la taille réduite des morceaux, mais les forces armées iraniennes affirment sur ces images avoir abattu un drone hostile, présenté comme un MQ-9. Cela pourrait aussi être un autre type de drone, non ? Mais eux disent qu'ils les abattent sur l'île de Kessem. Et c'est cette île qui, ces derniers temps, a connu beaucoup d'activités, n'est-ce pas ? Exactement. Hier, j'ai remarqué qu'il y a eu des explosions. Oui ? Oui, en fait, Pépé l'a signalé ici. Oui, il y a eu énormément de mouvements dans cette zone. Exactement, n'est-ce pas ? Et en fait, cette image a été signalée. Nous allons mettre la carte ici, parce que cela a été signalé. Regardez. Voyons si nous pouvons la mettre par ici. Que se passe-t-il là-bas ? Le SETCOM a donc émis un avertissement aux marins et aux aviateurs qui opèrent dans le nord de la péninsule de Moussadam Doman, dans le détroit d'Ormuz, en disant qu'il y a des opérations militaires dangereuses, imminentes, dirigées contre les mines navales iraniennes. C'est un avertissement préalable donné par l'UKMTO, qui est celui du Royaume-Uni, donc, nous allons voir des mouvements. Et il faut rappeler que l'Iran largue ses mines, dont certains assurent qu'eux-mêmes n'en sont pas très sûrs. Oui, ils n'en sont pas très sûrs. Où sont-elles toutes ? Parce que, évidemment, la mer peut les déplacer. Bien sûr. Voilà, c'est ça le truc, c'est ça le sujet. Je pense que c'est l'une des choses les plus intéressantes qui se passent dans le monde. Mais regardez ce qui suit, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Avec ça, ceci est la vidéo d'une entreprise, d'une start-up d'intelligence artificielle qui demande aux gens de leur permettre de nettoyer leur maison gratuitement. Je vais leur envoyer mon numéro de téléphone et mon adresse pour voir s'ils viennent, parce que l'idée est de commencer à entraîner des robots domestiques. Évidemment, ils ont besoin d'apprendre. La personne a l'air humaine. Oui, ça a l'air humain. Ils ont besoin d'apprendre comment on nettoie, comment fonctionne une maison, je veux dire, parce que jusqu'à présent, ils savent juste danser et c'est tout. On les voit rarement être utiles. Ce ne sont pas vraiment des jeunes. Ce sont des jeunes, tu les accueilles avec une... Petite caméra, exactement. Avec une petite caméra ici, et je suppose qu'il y avait aussi d'autres appareils, et ils enregistraient tous les mouvements pour qu'ils apprennent. C'est une start-up nommée Shift, basée à New York,
qui souhaite collecter des vidéos de chaque étape du nettoyage. Du récurage, du frottement, du nettoyage du sol, du lavage des vitres, de la vaisselle. Il doit apprendre, c'est ça le plus compliqué, lui faire reconnaître tous les différents types d'appareils électroménagers que nous avons, parce qu'une machine à laver n'est pas la même qu'une autre. Eh bien oui. Oui, c'est un bon point là, je ne sais pas, c'est très très curieux ce genre de projet, très intéressant. Les gars, laissez-les essayer. Essayons. Voyons ce qu'ils arrivent à faire, mais aussi, bon, on montre une chute de météorite ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est des déchets, non? C'est quoi, des déchets spatiaux, n'est-ce pas? Oui, on dirait des déchets spatiaux. Ça s'est passé où? C'est en Équateur. L'Équateur dans une région qui s'appelle Manabí. Super, eh bien apparemment ce qui serait des débris spatiaux serait tombé là-bas, nous resterons attentifs pour voir ce qui sera signalé à ce sujet. Aussi, eh bien aujourd'hui on montre cette image. Écoutez, aujourd'hui, Poutine s'est vraiment fâché. Il était vraiment en colère. Je pense que oui, on perd généralement son sang-froid. Et là je l'ai vraiment perdu. Quel drone est entré là-bas? Vous m'entendez? Non. Je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Juste avant d'entrer, j'ai entendu, vous savez, un drone est entré en Roumanie. Je ne sais pas quel drone c'est. Alors dites-moi, quelles informations circulent dans les médias là-bas? Eh bien, c'est une discussion qu'il a avec certains journalistes là-bas en Russie au sujet du drone qui est tombé en Roumanie, n'est-ce pas? Il affirme avoir appris soudainement qu'un drone était tombé en Roumanie en demandant « Quel drone? De quoi parlez-vous » Apparemment, c'était le leur. Oh, quelle blague! Est-ce qu'on a vraiment des drones? On t'a attaqué hier? On a des drones? On est en guerre ou non? Il n'y a pas de guerre, seulement des opérations spéciales. Rien d'autre. Spatial, non? Non, le point c'est qu'il ne nie pas, il nie absolument que non, que ce n'est pas vrai. Et oui, et ça me fait rire parce que, enfin, le journaliste insiste, non. Oui, et c'est rare à voir. Et donc... Ça doit être un non, mais en fait, il n'y a plus de journalistes étrangers. Non? Oui, non, en ce moment, non. Enfin, sauf quand ils font les événements annuels où là, parfois, ils permettent. Mais à ce moment-là, ça s'est tendu et il a dit non, il faut enquêter et il faut. C'est un faux accident. Oui, il dit que oui et il dit qu'ils ont des preuves, mais que de toute façon, elles ne seront pas réelles. Enfin bref, le truc c'est que tu ne peux pas gagner contre lui. Non. Non, ce sur quoi j'ai insisté, c'est qu'il lui envoie, non? Qu'il l'envoie au Kremlin pour qu'ils enquêtent et qu'ils fassent une enquête objective. Bien sûr, une enquête. Qu'il lui envoie plutôt la sphère de Bougas. Oui, je sais. Pour qu'il la vérifie, voyons, n'est-ce pas? Voyons ce qu'il dit. Peut-être qu'il dira « ben non ». Eh bien, passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres thèmes intéressants. Écoute, eh bien, aujourd'hui, on termine la semaine et on termine pratiquement le mois, parce qu'on s'attendait à ce qu'il se passe peut-être quelque chose en ce moment. En fait, il y avait comme, tu sais, certaines choses un peu bizarres, mais le pétrole est resté bas. Tout s'est apparemment calmé, et même s'ils ont un discours très belliqueux, aussi bien l'Iran que les États-Unis, au final, il ne s'est vraiment rien passé, non? Et les choses restent relativement calmes. N'est-ce pas? Exactement, les deux. Avant la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Oui. Avant la Coupe du Monde, tous deux essaient en réalité de gagner du temps. Les deux essaient de voir qui va céder en premier et, eh bien, on a terminé la semaine avec les États-Unis avertissant qu'ils attaqueraient les navires iraniens s'ils les voyaient poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Nous avons déjà vu 2 attaques comme celle-ci vendredi dernier, puis une autre en milieu de semaine. Cette guerre devient vraiment ennuyeuse, pour être honnête. Oui, parce qu'en réalité, ils passent leur temps à se menacer. Et ils ne font rien. Et ils ne règlent rien non plus. Je veux dire, tout reste pareil. Oui, c'est ce que je dis. S'ils réglaient le problème, on pourrait passer à autre chose, mais ce n'est pas possible. Oui, je sais, ils ne dénoncent plus si on passe à autre chose, car il faut aborder d'autres sujets. Regardez, passons aux commentaires pendant que nous regardons quelques-unes des choses qui se passent dans le monde. Il y a donc une attaque aussi. Une autre attaque du commandement sud vise en fait un autre de ces bateaux, selon ce que dit le général Francis Donovan. La force aérienne ou la force opérationnelle conjointe a lancé une attaque dans l'océan Pacifique oriental, selon ce qui était rapporté. Ceci donc contre comme ils disent, une organisation terroriste désignée, n'est-ce pas? C'est ça, le sujet. Il y avait apparemment 3 présumés trafiquants, et voilà, c'est ainsi que ce sujet est annoncé, n'est-ce pas? Bon. Oui. Eh bien, oui, une attaque contre 3 personnes a coûté la vie à l'une d'entre elles.
Oui, eh bien, c'est vraiment une affaire très grave. Et allons donc voir les commentaires que vous êtes en train de lire. Pantérita me fait rire, c'est que Pantérita dit « Je vais me marier avec le robot Astrid. Il y en a vraiment qui se plaignent de tout. Vous voyez, c'est vrai. Oui, il fait tout, n'est-ce pas? Le truc, c'est qu'il fasse tout. » Il dit, enfin, mais ce n'est pas celui-là. Non, il m'a envoyé celle qui c'est la bonne. Le garçon, non. Le jeune homme, non. Salutations à Leyenda qui dit « J'ai déjà vu Will Smith dans Robot et ça ne finissait pas bien. Oui, je sais, ça ne finissait vraiment pas bien. » Et qu'en est-il de l'autre, celle-là? Non, celle de... Comment ça s'appelle? Celle de... Oui, la n'est-ce pas? Oui. Oui, elle est vraiment jolie, mais les humains, nous sommes vraiment méchants. Il dit que c'est vrai. Ils commencent à mettre quelque chose chez toi. Ils savent déjà ce que tu as. Tu crois qu'ils vont te cambrioler? Salutations à Rula Mexico, comment vas-tu? Salutations, Maria Elena, comment vas-tu? Il dit, c'est fou, le petit chien. Indice pour avoir bien fait son travail, le monsieur. Quel dommage qu'il l'ait exposé avec ses poudres magiques. Voilà, oui, exactement. Il a été bien exposé. Ah, tu t'es comporté comme là. Oui. Non, imagine, va quelle honte. Oh, il l'a. C'est un... Je me suis souvenu de ce chien, de l'attaque qu'il y a eu lors de la conférence de presse. Tu te souviens de Trump? Oui, eh bien le chien, un des chiens là-bas, a identifié le gars avant qu'il ne se lance 2 fois. C'est juste que le policier n'a pas fait attention parce qu'il s'est arrêté. Il lui a demandé, il a des armes? Et non, eh bien non. Salut Francisco Arce, comment vas-tu? Comment vas-tu, Francisco? Walter Osorio, quel plaisir de vous voir. Comment vont-ils là-bas, Walter? Salutations. As-tu remarqué quelque chose de différent par rapport aux autres années, jusqu'à présent? Salutations à Alfonso Galoso, comment vas-tu? Même à Barkeef Baker, Bakerfield, Californie. Un grand salut à Alfonso. Quoi de neuf? Comment ça va là-bas? Comment va la vie? Big Sega, un grand salut. Pantérita, Roublos. Qui d'autre est-ce là? Salut aussi à... Bon, déjà salut à Walter. Salut Walter. Quoi de neuf, Walter? Salut à Edilcio Sendeño, à Rublo MX. Je suis là aussi. Alejandra Gomez dit « Je suis arrivé. Quoi de neuf? » Salut aussi à... Chez nous, on dit Breseca. Breseca dit « Il y a déjà beaucoup de scientifiques, sûrement plus à venir, mais ce sont ceux qu'on connaît. » Salut aussi à Rosalinda Moreno. Comment vas-tu, Rosalinda? Quoi de neuf, Rosalinda? Comment vas-tu? Merci beaucoup, Alejandra, pour ton commentaire. Salut aussi à Jalala. Comment vas-tu, Jalala? Elle dit « Bonsoir, communauté. » Laissez un like, c'est une façon de remercier pour les bonnes ondes et vœux. Merci, Jalala. Merci beaucoup, Jalala. Grosse salutation. Salutations aussi à Pantérita, à Big Sega, à Naido, qui est toujours là tous les jours, peu importe comment il va. Salutations à Leonardo, il dit « Pépé, je ne sais pas si tu te souviens que sur l'île des Simpsons, où il y avait tous ceux qui avaient développé une technologie ou trouvé quelque chose de disruptif, moi je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je me rappelle de celle qui ressemble à l'île de Moreau, où ils sont mêlés à des animaux, mais je ne me souviens pas du nom de l'île. » Celle dont tu parles... Oui, je m'en souviens. Oui, bien sûr, moi aussi. Bon, oui, je le dis. Salutations à nos... C'est-à-dire que je m'en souviens. Non, je sais toi, moi, car je dis que bien sûr je m'en souviens aussi, mais oui, je le raconte. Salutations à... Aussi à quelqu'un, j'ai oublié qui c'était. À Ophé, comment vas-tu Ophé? Salutations. Quoi de neuf, Ophé? Comment tu vas? Salutations à Maria Elena Onofre qui dit « Bonsoir, des câlins et du courage aux malades. Merci pour l'information. Bien à vous, Maria Elena. » Merci beaucoup, Maria Elena. Salutations. Merci aussi pour ces abonnements offerts par Rublo. Merci beaucoup, Rublox. Rublox, merci beaucoup pour ton soutien. À tous ceux qui ont reçu cet abonnement, c'est grâce à Rublox que vous profitez d'un mois gratuit. C'est génial. Eh bien, j'espère qu'ils resteront ici longtemps, n'est-ce pas? Omar, comment vas-tu? Pantérita, qui d'autre est là? Vic Segaldi. Il dit que là... Pardon, Tori Jackson a 70 ans. Oui, eh bien oui. Dans la musique, ça doit être quelqu'un. Non, oui. Vic Segal affirme qu'une seule journée sans Internet provoquerait le chaos mondial, car tout étant connecté, même les machines à laver seraient en panne. Oui, non, en fait, eh bien, quand on s'est retrouvé sans Internet, une fois quand un ouragan est venu, tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Ça a duré presque 2 jours. Oui, j'ai eu l'impression que ça a duré une semaine. Oui, non, horrible, parce que tu ne sais pas quoi faire, tu tournes en rond comme un lion en cage. Entre la chaleur, par exemple, tu n'as même pas de ventilateur, tu vois. Et puis, il y a un autre problème, Comment ça s'appelle? Eh bien, la connexion Internet aussi. Imaginez-vous à notre place. Nous avons dû faire plusieurs transmissions depuis la voiture, puis chercher un endroit avec électricité, car il n'y avait ni Internet ni courant ailleurs. Il fallait charger les téléphones portables, parce que, eh bien, imaginez, il n'y avait rien non plus.
Et c'était une très grande partie du Nuevo León. Alors on prenait la route, on allait dans un café et on cherchait à voir où c'était ouvert. On voyait qu'il y avait les lumières allumées, on observait. Qui a les lumières allumées, tu arrivais et il y avait plein de gens comme nous qui travaillaient en ligne connectés à leurs ordinateurs et tout le monde avait des multiprises branchées là. Et c'était plein le café était saturé. Oui, vraiment. En décembre, on célèbre la Journée internationale du personnel de maintien de la paix de l'ONU. Près de 5000 membres des Casques Bleus ont perdu la vie dans ce travail qui est très héroïque. Oui, c'est terrible. Merci pour l'info. Papa de Novak, salut jusqu'en Californie. À ta famille, évidemment, aussi. Walter dit ce qui suit. Commentaire de Pépé. Beaucoup de chaleur, pas de pluie. Pour l'instant, mais quand ça arrive, on se noie, dit Walter. Eh bien, prenez bien soin de vous, voyons comment ça va se passer. Heureusement pour vous, ça ne vous touche pas, parce que c'est du côté du Golfe, non ? Donc, en théorie, de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir autant de phénomènes. Il devrait y en avoir plus du côté du Pacifique, en théorie. Mais bon, on va voir comment ça se passe, non ? Victor, comment tu vas ? Qui ? Salutations à Marvin. Salutations à toi aussi. C'est Raoul Saxo et la librairie Gandhi qui te le disent. Elle a publié le livre de la fin du monde. Mon fils a été sélectionné avec une nouvelle. Génial. Les Sax. C'est super, Raoul. Petit à petit, il est là et motivé. On peut l'acheter. Oui, le livre de la fin du monde. Le livre de la fin du monde. Je veux rester pour deux comme une histoire courte, pas un récit. Salutations à Guadalupe Salcedo. Comment vas-tu ? Comment va Guadalupe ? Ariadna dit Pépé Astridis, ici dans le sud de la Californie. Le temps est très étrange, dit Ariadna. Merci beaucoup pour l'information, Ariadna. Salutations. Salutations. Salut Juan Carlos Sanchez, comment vas-tu ? Quoi de neuf ? Juan Carlos Rublos. Panterita de Vic dit qu'ils sont en train de discuter entre eux et qu'il fait très froid la nuit et que pendant la journée, il ne fait pas aussi chaud que d'habitude. Des années. Beau temps. Oui, je sais déjà. Je veux dire, ici aussi c'est pareil, Adriana. C'est Ariadna. C'est une chose étrange. Et ici, d'ailleurs, on regarde le typhon. Et comment ça s'appelle ? Il y en a déjà un. Comment ça s'appelle ? Jamie. Il y en a déjà un à moi. Il y en a déjà un à moi. Jagmi. C'est le typhon Yagmi qui va passer par le nord des Philippines à un moment donné. Ici, il vient des Philippines et ensuite il va tourner vers le Japon. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on attend de ce typhon qui pourrait devenir un typhon majeur. N'est-ce pas ? C'est un typhon qui pourrait atteindre la catégorie 5. Pour l'instant, ce n'est même pas encore un typhon de catégorie 1, c'est encore une tempête pour l'instant. C'est-à-dire, à ce stade, il a déjà un nom. Tempête tropicale, pour ainsi dire. Ce sera un typhon dans les prochains jours, donc on verra à ce moment-là. On voit que ça va arriver, oui. Oui. Salutations à Sol Garcia. Comment vas-tu, Sol ? Et salutations, et il le paie, je ne le fais pas. La Journée internationale de l'Everest est célébrée le 29 mai 1953. Cette montagne a été conquise pour la première fois. Le Néo-Zélandais Edmund Hiller et le Sherpa Tenzin Norwood ont été les premiers. Eh bien, on y va maintenant. C'est vrai, allons-y les gars, j'ai presque faim. Aujourd'hui oui. Court. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée très... Non, c'est que si quelqu'un me dit... Oui. Qu'est-ce que tu... On a déjà faim, non ? On n'a pas mangé depuis des heures, depuis longtemps. Donc oui, beaucoup d'activités aujourd'hui. Mais il faut aussi manger, il faut vivre. Bon, vous savez qu'on est sur WhatsApp et Telegram, on vous envoie la notification des envois, et on est aussi sur Facebook, X et Insta. Je pense qu'on ne part pas là-dessus. Non, Béatrice Alvarez. Salutations, Béatrice. Super, la blague, c'était « Qu'est devenue la fille que tu as rencontrée ?» Je l'ai quittée, on avait beaucoup de choses en commun, mais c'est bien. Non, si elle m'a quittée, non. C'est moi qui suis partie. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce serait celui-ci. C'est une question de goût. C'est une question de goût, exactement. C'est une question de goût. Vic, comment ça va ? Au fait, petite panthère, super. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. J'aimerais bien que vous puissiez nous accompagner ici pour le dîner, non ? Mais bon, la machine de téléportation n'existe pas encore. On se voit demain, et demain, on prendra plus de temps. Demain, c'est samedi cinéma, et là, on va vraiment discuter. Oui, appel pour un barbecue. Ce serait génial, un barbecue. Ce serait l'idéal, Vic. Salut. Pour pouvoir diffuser le barbecue et discuter. Ce serait très bien. Une petite bière. On n'a pas de viande. On n'a pas de barbecue, n'est-ce pas ? Quand on veut de la viande, alors il veut l'acheter. Bon, je vous embrasse, portez-vous bien. À plus tard. À demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci d'être à l'écoute de la vérité. Voici. Pépé. En direct, la vérité est intense, pure, l'insolite est réelle, pure. Ici, nous l'analysons.
Perspective globale, ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct, contrôle le signal. Pépé et Astrid, disant la vérité. Journalisme sans filtre. Ici, on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. On fait l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct dans